Voilà, donc nous sommes avec nos amis de LCI que je salue. Je suis ravi de vous retrouver, évidemment, sur votre antenne et sur la nôtre, celle de Radio Classique, et surtout ravi de vous retrouver, François Bayrou. C'est votre rentrée ce matin. J'ai ramené le livre que vous avez publié donc juste à la fin de l'été, de la vérité en politique, parce que du printemps. Voilà. Vous disiez, je dirais la vérité sur François Hollande. C'est vrai que j'ai appelé à voter pour lui, mais en même temps, je doute de sa politique économique. Est-ce que vous pourriez la dire ce matin, cette vérité ? Ce qui se passe, c'est que beaucoup de Français, et je suis de ceux-là, ont le sentiment qu'on ne prend pas à bras-le-corps les problèmes du pays. Ouais. Que les difficultés de la France sont des difficultés qui, viennent de loin, n'ont pas été corrigées les 10 ou 15 dernières années. Elles se sont même probablement aggravées. Ouais. Mais on ne les prend pas à bras-le-corps et on ne fait pas face... Et qui ne les prend pas, Hollande ? Le gouvernement et François Hollande ne prennent pas à bras-le-corps les problèmes du pays. Mais pourquoi ? Pour des raisons qui sont liées à ses alliés politiques ? Pour des raisons qui sont liées à j'allais dire l'obsession, en tout cas à la préoccupation qui est la sienne de sa majorité. Il regarde beaucoup son parti, les courants de son parti, les relations avec ses alliés périphériques que sont les Verts et le Front de gauche. Et à mon sens, ça n'est pas ainsi que on dirige un pays. Ça, c'est le travail du Premier ministre. Ça devrait être le travail du Premier ministre. Ouais. Le travail du Premier ministre devrait être de conduire l'action du gouvernement et de maîtriser, s'il le peut, la majorité. Ouais. La fonction du président de la République, c'est de dessiner ce que doivent être les grands mouvements de réforme du pays pour faire face à l'avenir. Alors, on va prendre les problèmes les uns après les autres, puis je vais revenir quand même à la question. Est-ce qu'il est en train de se planter, François Hollande ? L'homme qui veut retourner le chômage avant la fin de l'année, l'homme qui dit que la reprise est là, c'est le thème de sa dernière intervention télévisée. Soyez franc. S'il ne fait pas face à l'immense besoin de réforme, il n'y arrivera pas. Parce que la France est aujourd'hui en train de souffrir, non pas tant de l'extérieur que d'elle-même, d'un État qui n'a pas été réformé, qui n'a pas été rendu efficace comme il devrait l'être, d'une éducation nationale qui laisse 30% des enfants sur le bord de la route, sans maîtriser les bases indispensables, de tout un ensemble d'habitudes d'un système de retraite qui n'a pas été réformé. Mais vous êtes en train de me faire le portrait de quelqu'un qui va se planter. Non, mais je vous dis, s'il ne fait pas face à cet immense besoin de réforme, selon moi, il n'y arrivera pas. Et les explications, par exemple, qu'on peut donner à cette affaire de contribution écologie, est-ce que justement, on est en plein dans un calcul politique lié au municipal ? C'est-à-dire qu'on fait plaisir aux écologistes, on annonce quelque chose, puis après, plutôt 2 jours avant, Moscovici avait dit que les Français avaient un ras-le-bol de la fiscalité à outrance. Donc là encore, on est dans l'incohérence totale. Alors, tout le monde a bien vu ce qui s'était passé. La chose la plus frappante, c'est que on est allé donner un impôt en gage aux écologistes, aux Verts, parce que je pense qu'il y a des écologistes bien en dehors des Verts, on est allé leur donner en gage, en sacrifice, un impôt, sans dire ce qu'il y aurait à l'intérieur. Et puis en se heurtant, surtout que la pression fiscale n'augmenterait pas. Et en se heurtant à cette évidence que tout le monde voit bien que la France est en limite d'overdose fiscale. Et alors, Jean-Marc Ayrault a dit hier quelque chose de frappant. Il a dit « ça n'augmentera pas la pression fiscale ». Alors, si j'essaie de comprendre, si j'essaie de traduire en français ce que ces phrases absconses et mystérieuses veulent dire, premièrement, on crée un impôt. Si ça n'augmente pas la pression fiscale, on va baisser d'autres impôts. Alors qu'on nous dise lesquels, et qu'on nous dise sur quoi portera cette taxe nouvelle, dont je crois qu'elle a été bricolée à la dernière minute pour faire plaisir aux écologistes. Donc c'est uniquement pour des raisons électorales. Oui, donc en fait, l'équipe au pouvoir n'est pas sortie de ce que vous dénoncez dans le livre, à savoir, c'est une équipe qui est prisonnière de ses alliés. Oui, enfin, ce que je dénonce dans le livre, c'est que il n'y a pas de politique de vérité en France depuis des années. Et vous avez rappelé que le titre du livre, c'est « De la vérité en politique ». Pour moi, il n'y a pas de possibilité de conduire la grande politique de réforme dont on a besoin, et qui n'est pas une politique à la schlag, à la hache, comme on essaie de la décrire, de la dépeindre, de la caricaturer. Copé parle des ordonnances. Il dit il faut tout changer, il faudra changer, s'il y a alternance en 2017, la politique, tout ce qui a été fait, fiscalité, 35 heures, etc., par ordonnance. Et on expliquera après. Oui, c'est ça. Bon, je ne crois pas beaucoup à ce genre d'affirmation, surtout des années à l'avance. Donc il a tort, lui aussi.
En fait, il y a François Bayrou qui a raison. Pas du tout, c'est pas c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que l'espèce d'impasse dans laquelle nous sommes engagés et que tout le monde sent bien. Cette impasse qui fait qu'on augmente sans cesse le nombre des chômeurs, il n'y a pas la réactivité du pays, c'est pas un pays qui paraît animé ou plein de la vitalité nécessaire. Il y a des causes. Ces causes, ce sont des causes intérieures, ce sont des causes françaises. C'est parce que depuis des années, le travail n'a pas été fait par les uns et par les autres. Alors je ne dis pas que ça soit facile, mais qu'au moins on ait les idées claires. Si au moins nous savions où nous voulons aller, je prends l'exemple des retraites. Il y a une politique qui s'imposera un jour ou l'autre. Cette politique, elle est celle d'un système de retraite égalitaire pour tous les Français, progressivement égalitaire. Deuxièmement, individualisé. Et troisièmement, équilibré sur le long terme. Ça s'appelle, on peut trouver de meilleurs noms, mais un système de retraite à points où chacun pourra prendre la retraite quand il l'entendra, sans avoir des pénalisations et avec un équilibre sur le long terme, où on pourra prendre en compte la pénibilité ou par exemple le fait que des femmes ont élevé des enfants. Ce système de retraite a été réfléchi, dessiné, un grand nombre de partenaires, y compris de partenaires sociaux, je pense par exemple à la CFDT, ont donné des signaux que cette idée les intéressait, cette idée que nous sommes un certain nombre à avoir défendue depuis 10 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne s'y engage pas ? Je ne dis pas l'imposer du matin au soir, mais je dis dire... Je vais y arriver. Mais la piste qui est retenue, c'est celle de la hausse de la CSG. Oui, vous êtes pour ou vous êtes contre ? C'est la piste du bricolage habituel. C'est-à-dire qu'au lieu de rééquilibrer le système, on va augmenter les cotisations, soit les cotisations des entreprises, soit les cotisations des salariés et des autres. Et de ce point de vue-là, c'est le même type de bricolage qui a été fait les années précédentes et auquel, je vous rappelle, la gauche s'était à l'époque opposée. Mais il faut y renoncer, parce que la presse de ce matin, tous les journaux disent c'est de plus en plus contesté, cette piste. Il y aura un peu de CSG, un peu de cotisation, un peu d'allongement de la durée de cotisation. C'est ça qu'ils vont faire, c'est-à-dire des rustines. Et est-ce qu'il aurait fallu, justement, dans cette affaire de retraite qui est importante, parce qu'il faut quand même trouver 10 milliards par an, est-ce qu'il aurait fallu carrément annoncer aux Français c'est 65 ans dorénavant? Est-ce qu'il faut le bouger, ce curseur? Mais vous ne m'avez pas écouté. Je vous écoute. Non. J'ai bien compris ce que vous vouliez, mais lui, est-ce qu'il aurait dû choisir... Voilà, ce que, non pas je veux, mais ce que la situation imposera, c'est une remise à plat de l'ensemble du système. Les Français ne supporteront pas d'avoir des régimes de retraite qui sont très favorables pour les uns, très défavorables pour les autres. Il faut que progressivement on aille vers une égalité, vers une individualisation et vers un équilibre, et ça ne peut se faire que par une reconstruction du système de retraite. Alors on peut prendre quelques années, ça a été fait dans d'autres pays, on peut dire voilà, on va le faire en 8 ans, ou on va le faire en 10 ans. Pour qu'il n'y ait pas l'effondrement de l'Himalaya, qu'on puisse avancer progressivement. Et à ce moment-là, les rustines peuvent être utiles pour un cours lent. Mais si vous ne reconstruisez pas le système de retraite, vous n'y arriverez pas. Plusieurs questions précises pour terminer et qui sont importantes. D'abord, est-ce que Hérault est suffisamment autoritaire dans l'épisode Valls-Taubira ? Bon, Parce que là, c'est quand même bizarre. Bateau sorti, et là, tout d'un coup, il y a un clash patent devant tout le monde à La Rochelle et il ne se passe rien. Oui, il y a un clash qui est d'ailleurs largement joué. Parce que ce qui est frappant dans cette affaire de sécurité, c'est que depuis des années, on se bat avec des grandes déclarations d'un côté autoritaire et permissif de l'autre, et ce n'est pas la réalité qu'on prend en compte. Vous savez, la réalité, c'est 58 000 places dans les prisons, 68 000 prisonniers à l'intérieur. Il n'y en a jamais eu autant. Et 100 000 peines qui ne sont pas exécutées. Et 200 000 personnes qui sont, comme on dit, sous main de justice et qui font des peines complémentaires différentes. Le pays a besoin d'ordre, de sécurité, de gens qui assument, sans rouler des mécaniques, qui assument. Et le pays a besoin en même temps d'une vraie peine alternative à la prison. Mais c'est ce que qu'on ne puisse pas refuser, parce qu'actuellement, les travaux d'intérêt général, on peut les refuser si on est condamné. Alors, qui a raison, Valls ou Taubira dans cette affaire-là? Non, il faudrait une composante des deux. En tout cas, la
la mise en scène de cette scène de ménage public est nocive pour l'action publique et pour le gouvernement. Et on a besoin d'inventer quelque chose d'autre pour les peines que la prison qui est, c'est vrai, criminogène, qui est un pourrissoir qui fait que elle devrait être réservée aux faits les plus graves et aux peines les plus graves. Deux questions concernant l'opposition d'aujourd'hui et puis vous et le centre. Comment vous expliquez que Copé, qui a soutenu Nicolas Sarkozy mordicus jusqu'au bout, tout d'un coup soit partisan d'un droit d'inventaire, fut-il light? Bon, je crois qu'il y a... Vous voyez bien, Jean-François Copé est à la tête de l'UMP, il a envie d'affirmer sa position et de ne pas tirer un trait sur l'avenir. C'est ce qui me semble, c'est pas mes affaires, les affaires internes de l'UMP, mais c'est ce qui me semble, et je pense que la question de la raison pour laquelle 5 millions de Français ou 4 millions de Français qui ne sont pas de gauche ont tout d'un coup dit qu'ils ne pouvaient pas voter pour Sarkozy, pour Nicolas Sarkozy, est une question qui se posera à tout le monde, à Nicolas Sarkozy, à ses principaux compétiteurs, à l'UMP. Mais est-ce que c'est une détestation que vous avez à son égard? Non. Ou est-ce que ça repose sur sa pratique du pouvoir? Vous l'avez écrit, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples? Non, j'étais très frappé de ce qu'il y avait des excès et des outrances dans la manière dont Nicolas Sarkozy concevait la politique du pays et sa fonction. On a actuellement le monde entier a les yeux braqués vers la Syrie. À la tête de la Syrie, il y a Bachar el-Assad qui est soupçonné sans qu'on sache si c'est réel ou pas encore. Enfin, les preuves se multiplient, les enquêteurs sont sur place. Et donc, les enquêteurs sont sur place et ils ont le devoir, les enquêteurs des Nations Unies, de trouver la réponse à cette question. Pourquoi un tel massacre et pourquoi une telle provocation? Parce que au moment même avec Nicolas Sarkozy. Bachar el-Assad a été un partenaire mis en valeur par la France et le gouvernement de l'époque, au point que, on l'a oublié, on lui a demandé de venir présider le défilé du 14 juillet de la fête nationale sur les Champs-Élysées en France. Vous voyez bien qu'il y avait là des impulsions, un caractère impulsif qui ne correspondait pas aux exigences qui étaient celles de l'heure et de la situation, notamment dans cette partie du monde. Dernier point, François Bayrou, parce que nous arrivons au terme de cet entretien. Merci d'avoir choisi LCI Radio Classique. Pour cette rentrée, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Moi, je vais, autant que je le pourrai, avec mes partenaires, avec tous les partenaires disponibles, construire le rassemblement nécessaire de tous ceux qui sont des républicains en France, des réformistes, qui sont modérés par tempérament et qui veulent en même temps changer les choses. Et je le ferai. Alors, il y a naturellement toutes les familles du centre. Il y a un grand paradoxe du centre en France. Ce sont des gens qui ont les mêmes idées, et ils sont ultra divisés. Et ils sont éparpillés sur l'échiquier politique. Il faut qu'ils se rassemblent. C'est la seule famille politique française qui soit éparpillée alors qu'elle n'est pas divisée sur les idées. Alors que les autres familles sont divisées sur les idées, mais elles sont rassemblées. Si cette famille politique veut agir, il faut qu'elle envisage sereinement, tranquillement, de se retrouver et de se rassembler et d'aller au-delà de ses frontières, parce qu'il y a des gens à l'UMP, des Républicains, une sensibilité que vous connaissez bien, la sensibilité d'Alain Juppé, de François Fillon, et il y a des gens au Parti Socialiste qui sont malheureux de la situation, qui un jour ou l'autre devront se retrouver pour faire avancer la politique de construction de l'avenir dont la France a besoin. Vous voyez, je ne dis même pas de reconstruction, je dis de construction de l'avenir. Merci François Bayrou d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et donc de LCI. Je profite donc pour saluer mes confrères Christophe Pellet et Magali Lunel qui font la matinale de LCI, et puis Arlette Chabot, Michel Field et tous les autres. Merci, bonne journée à vous. On était ravis de vous recevoir et puis nous allons retrouver nos antennes chacun de notre côté, évidemment, avec dans un instant le rappel des titres sur Radio Classique.